C'est un étrange récit que je suis venu chercher sur ces routes. Il me fallait une route un peu perdue. Maintenant, il y a des grandes routes quand on va vers Saint-Mexan. Mais non, je voulais ces routes-là qui traversent dans la campagne. Pourquoi? C'est une histoire qui me gêne pas. François Villon, c'est quelqu'un qui chante la langue et qui apprend le chant de la langue. Et ça, les Rabelais, où est-ce que tu prends cette langue que tu forges pour toi? Bien, pour nombre d'entre eux, Villon est une sorte de nœud là où tu entends le français qui s'ébroue et qui sort. Et Villon, je pense qu'il y avait une mémoire orale, on se récitait Villon. Évidemment, à l'époque, ça faisait des traditions de répétition orale qui valent encore aujourd'hui pour certaines cultures. Mais on le recopiait à la main. Cette façon de recopier des textes, ça vaut encore dans le XVIIe, jusqu'à Madame de Sévigné, Saint-Simon. Et c'est seulement Marot, c'est-à-dire à l'époque juste avant, un peu Rabelais, non. Et c'est seulement Marot, vous savez, cette période où François Ier, après Pavie, est détenu en Espagne, où ensuite il échangera sa libération contre envoyer ses fils en otage. C'est dans cette période-là, où à Paris, sous cette régence de la mère de François Ier, avec aux commandes Marguerite de Navarre, que viendront la première traduction de la Bible en français. Et c'est dans cette éclosion de nouvelles activités que Clément Marot fera traduire François Villon. À partir de ce moment-là, on en dispose en livre. Mais je ne suis même pas sûr que Rabelais, quand il parle de Villon, il parle de livre. Il dispose de cette œuvre avant qu'elle soit imprimée. Et Villon intervient chez Rabelais. Et ce qui est étrange, c'est que lui qui est fondateur de la langue, eh bien, il intervient dans les deux livres comme personnage dès le Pantagruel. Vous savez, dans le Pantagruel, quand on descend aux enfers parce que je ne sais plus lequel qui a eu la tête coupée, et puis ensuite on lui guérit la tête. Quand il revient, il raconte ce qu'il a vu aux enfers. C'est une sorte de presque décalque de la comédie divine de Dante, mais attention, hein, en accéléré. Et il a vu les puissants humiliés, et par contre, bien, François Villon, lui, était devenu marchand de moutarde dans les enfers. Et dans le quart-livre, il revient. Et ce qui est étrange dans ce retour de Villon dans le quart-livre, d'une part, c'est qu'il est question de théâtre, c'est-à-dire représentation de scène. Et dans cette origine du théâtre, le théâtre se représente sur le parvis des églises. Et donc, on utilise les ornements sacerdotaux pour se déguiser. On n'a pas comme ça des tissus à volonté pour se déguiser. Et l'évêque du lieu va refuser à Villon le prêt traditionnellement accordé de ses costumes. Et Villon, sur le bord de la route, va se venger. Et c'est un texte encore, là, un exemple de cette sorte de cruauté glacée, de destruction gratuite du corps, mais c'est pas quelque chose avec des nombres comme le moine dans le Claude Seuilly détruisit 21, 100 000 femmes, enfants, etc., etc. Non, c'est appliqué à la destruction d'un seul homme et détaillé. Ce texte-là, je voulais être ici, alors ça tombe bien, c'est un peu lunaire, apparemment c'est des dépôts de déblais du groupe Vinci. Derrière, il y a la présence de ce silo. Pour nous, c'est les vrais géants, les silos. Mais c'est aussi le symbole du grain de la richesse. Allez. C'est là qu'il fallait être pour Villon et Tapecout. Maître François Villon, sur ses vieux jours, se retira à Saint-Mexan, en Poitou, sous la faveur d'un homme de bien, abbé du dit lieu. Là, pour donner passe-temps au peuple, entreprit faire jouer la passion en gestes et langages poids de vin. Les rôles distribués, les joueurs récollés,
Le théâtre préparé dit au maire échevin que le mystère pourrait être prêt à l'issue des foires de Niort. Restait seulement trouver habillements aptes aux personnages. Le maire et échevin y donnèrent ordre. Il, pour un vieil paysan habillé qui jouait Dieu le Père, requit frère Étienne Tapecou, secrétin des cordeliers du lieu, lui prêter une chape et étole. Tapecou le refusa, alléguant que par leurs statuts provinciaux étaient rigoureusement défendus, rien baillé ou prêté pour les jouants. Villon répliquait que le statut seulement concernait farce, momerie, jeux dissolus, et qu'ainsi l'avait vu pratiquer à Bruxelles et ailleurs. Tapecou, ce nonobstant, lui dit péremptoirement qu'ailleurs se pourvu, si bon lui semblait, rien n'espéra de sa sacristie, car rien n'en aurait sans faute. Villon fit aux joueurs le rapport en grande abomination, ajoutant que de Tapecou, Dieu ferait vengeance et punition exemplaire bientôt. Au samedi subséquent, Villon eut avertissement que Tapecou, sur la poutre du couvent, ainsi nomme-t-il une jument non encore saillie, était allé en quête à Saint-Ligueyre, et qu'il serait de retour sur les 2 heures après-midi. Ah donc, fit la montre de la diablerie parmi la ville et le marché. Ces diables étaient tout carapassonnés de peaux de loup, de veau, de bélier, passementés de têtes de mouton, de cornes de bœuf, de grands havets de cuisine, ceints de grosses courroies auxquelles pendaient grosses cymbales de vache et sonnettes de mulets à bruit horrifique. Tenaient en main aucun bâton noir plein de fusées. Autres portaient longs tisons allumés sur lesquels, à chacun carrefour, jetaient pleines poignées de paraffine en poudre dont sortaient feu et fumée terribles. Les avoir ainsi conduits avec contentement du peuple et grande frayeur des petits-enfants, finalement les mena banqueter en une cassine, hors la porte en laquelle est le chemin de Saint-Ligueyre. Arrivant à la cassine, de loin, il aperçut Tapecou, qui retournait de quête, et leur dit en vers macaroniques « Hic est de patria, natus de gente bellistra, quis solet antiquo bribas portare bisaco. » Par la mordienne, dirent donc les diables, il n'a voulu prêter à Dieu le Père une pauvre chape, faisons-lui paour. C'est bien dit, répondit Villon, mais cachons-nous jusqu'à ce qu'il passe, et chargez vos fusées et tisons. Tapecou arrivé au lieu, tous sortirent au chemin, au devant de lui, en grand effroi, jetant feu de tous côtés sur lui et sur sa poutre, sonnant de leurs cymbales, hurlant en diable. H-H-O, 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 B-R-R-O-U-R-R-O-U-R-S, R-R-O-U-R-S, ho-ho-ho-ho, brou, ouh, 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 ho-ho-ho, frère Étienne, faisons-nous pas bien les diables? La poutre, tout effrayée, se mit au trot, à paix, à bond, au galop, à roide, fressurade, double pétales et pétarade, tant qu'elle rua bas Tapecou. Quoiqu'il se tint à l'aube du bas de toutes ses forces, ses étrivières étaient de corde du côté. Or le montoir, son soulier senestre était si fort entortillé qu'il ne le put-on que tirer. Ainsi était traîné à écorche-cul par la poutre, toujours multipliant en ruades contre lui et fourvoyante de paour par les haies et buissons et fossés, de mode qu'elle lui cobit toute la tête, si que la cervelle en tomba après la croix aux anières, puis les bras en pièces, l'un ça, l'autre là, les jambes de même, puis des boyaux fit un long carnage. Ah là là. Puis des boyaux fit un long carnage, en sorte que la poutre, au couvent arrivant, de lui ne portait que le pied droit et souliers entortillés. Ce qui me fait toujours ça aussi un petit peu rêver. Vous savez, le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Toute la toile, on ne voit rien, on voit rien, on voit rien, sauf qu'à un endroit, il reste un pied nu. Et ce pied nu, il a une telle vérité.
relisez Chef-d'œuvre inconnu de Balzac, qui lui avait lu notre histoire. Là. Il en parle de tape-cou d'ailleurs. Villon, voyant advenu ce qu'il avait pour penser, dit à ses diables: vous jouerez bien, messieurs les diables, vous jouerez bien, je vous assure. Oh, que vous jouerez bien! Je dépite la diablerie de Saumur, de Douai, de Montmorillon, de Langeais, de Saint-Épin, d'Angers, voire par Dieu, de Poitiers avec leur parloir, en cas qu'ils puissent être à vous parangonnés. Oh, que vous jouerez bien! Et voilà, massacre en langue de l'évêque Tapecou, pour rendre honneur à maître François Villon, inventeur de la langue française, devenu là roi du théâtre de rue, ici même, dans nos petites routes, pile à l'endroit dont il parle. Croyez-vous pas que ça vaut le coup? Ce projet-là, comme il gonfle, monte, s'essaye. J'aurais jamais eu idée de cet endroit-là. Et hop, dans la boîte. Sûr que sans la bonnette anti-vent, on fait rien, mais rien.